Au-dessus de la façade du palais de Buckingham, la reine Elisabeth II venait de s'éteindre en son château de Balmoral. Ainsi s'achèvent 70 années d'un règne d'exception qui, à bien des égards, a marqué durablement l'histoire planétaire. Quel terrien ne connaît pas sa silhouette chapeautée, colorée et même couronnée, comme vous pouvez la voir ici, dont on appelait tendrement la reine. Donc aucun autre monarque ne se faisait reconnaître uniquement par son titre. Eh bien, Elisabeth II était de ceux-là, et pourtant, elle ne fut pas la seule femme à ceindre la couronne de Saint-Édouard. Avec Elisabeth II, elles furent au nombre de six souverains d'Angleterre au féminin, qui ont fait de leur sexe une exception dans l'histoire britannique. On dit que l'Angleterre s'est faite par ses reines, et c'est bien par ces figures féminines singulières que ce royaume du nord de l'Europe a connu ses âges d'or. La première femme couronnée d'Angleterre à avoir marqué de son empreinte l'histoire britannique n'a pourtant pas régné de son plein droit. C'est Aliénor d'Aquitaine, la femme de Henri II Plantagenet, qui fut une véritable force de la nature, bravant tous les dangers pour donner vie à ses ambitions de pouvoir. Elle devient duchesse d'Aquitaine en avril 1137, pour ensuite épouser le futur Louis VII. Une fois marié, le couple se rend à Poitiers pour que Louis reçoive lui aussi la couronne ducale. C'est là qu'il apprend qu'il est devenu le nouveau roi de France. Aliénor laisse alors s'exprimer son tempérament de feu en apportant les coutumes de sa cour dans celles de Paris et en intervenant dans les affaires de son époux. Elle pousse par exemple le roi à lever une armée pour imposer son autorité sur les seigneurs d'Aquitaine qui se sont révoltés. Cette femme pleine de vie, louée dans tout l'Occident pour sa beauté, est bien différente de son époux. Louis, qui fut propulsé sur le trône après la mort accidentelle de son frère aîné en 1131, serait né d'abord moine. Habité par une dévotion parfois excessive, il respecte à la lettre les directives de l'Église, fuyant le lit conjugal une grande partie de l'année, si bien qu'après 8 ans de mariage, le couple n'a encore pas donné d'enfant. Finalement, une fille naît en 1145, mais elle ne peut pas hériter de la couronne de France. Vexé, Louis VII fait épouser la sœur d'Aliénor à son sénéchal Raoul de Vermandois, au mépris de son mariage, donc déjà effectué, avec Aliénor de Blois. La guerre entre les Blois et les Capétiens amène au massacre du village de Vitry en Perthois, où l'armée royale fait brûler vifs les habitants réfugiés dans l'église. Traumatisé, Louis répond à la croisade du pape Eugène III. Aliénor décide de suivre son mari lorsqu'il embarque pour la Terre Sainte en 1147. Ils sont reçus à Antioche, une ville gouvernée par l'oncle d'Aliénor, Raymond de Poitiers. Une histoire de stratégie militaire vient diviser le prince Raymond et le roi Louis. Aliénor prend ouvertement le parti de son oncle, rien ne va plus au sein du couple royal, d'autant que des rumeurs d'inceste entre Aliénor et Raymond ont fait leur apparition. C'en est fini de cette croisade qui se sera voulue finalement inutile et bien trop coûteuse en vies humaines. Aliénor et Louis VII rentrent en France fâchés, mais finissent par se réconcilier pour un temps. Elle donne naissance alors à une seconde fille en 1150, ce qui convainc le roi de faire annuler leur mariage pour cause de consanguinité 2 ans plus tard. La reine gagne sa liberté et redevient le plus beau parti d'Occident en emportant avec elle son duché. 3 mois plus tard, elle épouse Henri Plantagenet, le fils de la contestée Mathilde de Lampresse. De 9 ans son cadet, il est beau, fort et ambitieux. En octobre 1154, Henri devient roi d'Angleterre en succédant au roi Étienne de Blois, mettant fin à une guerre civile qui durait depuis 18 ans. Surtout, avec Aliénor, il fonde ce que nous appellerons l'Empire Plantagenet, un vaste territoire qui s'étend de l'Angleterre aux Pyrénées et de l'Irlande au Limousin. Aliénor lui donne 6 garçons et 3 filles. Femme de lettres et amoureuse des arts, elle suit leur éducation. Comme avec Louis VII, elle participe à la politique de son mari en influençant ses décisions. Elle l'aurait notamment poussé à s'opposer à l'archevêque de Canterbury, Thomas Becket, qui soutenait la suprématie de l'Église sur l'autorité royale. Cette opposition a raison de l'amitié entre le roi et l'archevêque, qui finit assassiné dans le cœur de sa cathédrale en 1170. Aliénor signe là sa première faute politique, car ce meurtre porte atteinte au prestige de la couronne. Après la naissance de leur dernier fils Jean en 1166, le couple se sépare.
Henri cumule les maîtresses à Londres, tandis qu'Aliénor part vivre à Poitiers pour préparer son fils Richard Cœur de Lion, pour devenir duc d'Aquitaine. Avec le temps, Henri impose un pouvoir de plus en plus autoritaire au détriment de l'influence de son épouse. Aliénor décide alors de liguer ses fils contre leur père en 1173 et prend part personnellement à la révolte. Cette contestation de la supériorité d'Henri sur Aliénor est finalement matée en quelques mois. La reine est capturée, puis gardée en résidence surveillée jusqu'à la mort d'Henri II. Pendant ce temps, en 1183, une nouvelle révolte familiale éclate. En pleine guerre contre ses fils abandonnés de tous, Henri II meurt à Chinon en 1189. Une fois devenu roi, Richard Cœur de Lion s'empresse à faire libérer sa mère chérie. Après 16 ans d'enfermement, elle reprend en main son empire en organisant notamment le mariage de son fils. Richard participe à la troisième croisade en 1191. Pendant ce temps, Aliénor régente le royaume et sauvegarde l'autorité royale face aux prétentions de son fils Jean Santerre. Apprenant cette trahison, Richard se dirige vers l'Angleterre en octobre 1192. Mais il est capturé en chemin pour être livré à l'empereur Henri VI. Aliénor parcourt alors tout l'empire plantagenet pour récolter la lourde rançon nécessaire à sa libération qui a lieu en 1194. Richard s'empresse alors de partir guerroyer sur le continent pour récupérer les terres qu'il a perdues pendant ses années en Terre Sainte. C'est à ce moment-là qu'il est touché par un caveau d'arbalète en avril 1199, alors qu'il faisait le siège du château de Chalus. Pour la succession, deux camps s'affrontent, celui de Jean Santerre et celui d'Arthur de Bretagne, le petit-fils d'Aliénor. La reine prend le parti de Jean avant de se réfugier en l'abbaye de Fontevraud, où elle a fait inhumer Henri II et Richard Cœur de Lion. Arthur de Bretagne est assassiné, tandis que Jean Santerre perd Château-Gaillard, la forteresse normande de Richard. Affligée par ses malheurs, elle rend son dernier souffle le 1er avril 1204 à Poitiers. Aliénor fut le dénominateur commun à cette épopée plantagenet qui a vu se succéder tant d'hommes sur le trône. Toute sa vie, elle a exercé une réelle influence sur la politique de ses maris puis de ses fils, mais la plus célèbre reine médiévale fut longtemps une exception. Il faut attendre 3 siècles pour que se distingue un nouveau portrait royal féminin charismatique en Angleterre. En effet, quand l'anglican Édouard VI Tudor meurt le 10 juillet 1553, une jeune femme de 16 ans du nom de Jeanne Grey monte sur le trône. Mais c'était sans oublier les droits de la princesse Marie, demi-sœur aînée catholique du défunt monarque. Marie lève une armée et rallie le soutien des nobles anglicans en sa faveur. Jeanne est déposée 9 jours seulement après son accession, avant d'être emprisonnée à la Tour de Londres. Le 3 août 1553, Marie entre triomphalement à Londres, avec sa demi-sœur Élisabeth à ses côtés, pour prendre son destin en main. Elle est le fruit de l'union entre Henri VIII et Catherine d'Aragon. Si la loi salique ne s'applique pas en Angleterre, pour son égo d'homme, le roi refuse qu'une femme lui succède. Son désir d'héritier mâle devient la grande obsession de sa vie, au point qu'il est convaincu quand il est convaincu que Catherine d'Aragon ne lui donnera jamais de deuxième enfant, il part se réfugier dans le lit d'Anne Boleyn. Le pape lui refusant l'annulation de son mariage, Henri VIII répudie Catherine pour épouser Anne en secret en 1533, avant qu'elle ne donne naissance à Élisabeth. L'année suivante, l'acte de suprématie le déclare chef suprême de l'Église d'Angleterre, indépendante de l'autorité pontificale. Marie est déclarée illégitime et perd ses droits dans l'ordre de succession. Catherine, la dévote, catholique dévote, elle refuse de se soumettre à l'autorité de l'Église anglaise. Instable et de plus en plus despotique, le roi fait décapiter Anne Boleyn en 1536, avant de se réserver à sa fille Élisabeth le même sort que celui qu'il avait donné à Marie. Son désir de paternité et sa paranoïa désormais permanente le poussent à se marier à 4 reprises avant que la mort n'arrive en 1547. Un fils avait fini par naître de son union avec Jeanne Seymour. Le fameux Édouard VI n'avait donc que 9 ans lorsqu'il est monté sur le trône. Il s'était entouré d'hommes protestants et avait appliqué des réformes religieuses qui ont fait véritablement naître l'anglicanisme. Marie refuse toujours de se soumettre à cette religion qu'elle considère comme hérétique. Ce refus lui coûte sa place d'héritière lorsqu'Édouard meurt, jusqu'à ce qu'elle reprenne par les armes son titre de reine. Ainsi débute le premier véritable règne féminin d'Angleterre.
Reine de plein droit, Marie Ier est couronnée en l'abbaye de Westminster le 1er octobre 1553 avec la couronne de son père. Le pouvoir masculin échoue ainsi, symboliquement, à une femme. Elle reste d'abord d'un naturel tolérant envers les anglicans. Elle est à ce moment-là préoccupée par la fragilité de son trône. Pour l'avenir de sa lignée, elle doit engendrer un héritier légitime au plus vite. L'empereur Charles Quint lui propose d'épouser son fils Philippe de 11 ans, son cadet. Le mariage a donc lieu le 25 juillet 1554. À défaut de donner naissance à un héritier, ce mariage engendre une rébellion. Cette année-là, Thomas Wyatt le Jeune mène un soulèvement afin de mettre Élisabeth sur le trône. La rébellion est matée, Thomas Wyatt est exécuté et Élisabeth est enfermée à la Tour de Londres 3 mois. Marie voit sa demi-sœur comme la grande manipulatrice qu'il faut éliminer pour sans nuire au prestige de la famille. Méfiante, elle l'a fait garder en résidence surveillée jusqu'à sa disparition. Avec Philippe, Marie Ier se lance dans la reconquista de son royaume. Elle fait abroger par le Parlement les lois religieuses de son père et de son demi-frère avant de réinstaurer la messe catholique comme culte officiel. L'Angleterre redevient papiste au prix d'une importante répression. La reine n'hésite pas à faire exécuter les protestants qui s'opposent à son autorité. Les 284 bûchers de son règne donnent naissance au mythe de Marie la Sanglante. Elle sait toute la fragilité de son règne tant qu'un enfant viable ne naisse. À l'automne 1554, les premiers symptômes d'une grossesse font leur apparition. Mais au fil des semaines, l'enthousiasme laisse place au désespoir. Le trop grand désir de maternité de la reine la conduit à une grossesse nerveuse. Aux yeux de Marie, ce malheur est un châtiment de Dieu pour sa trop grande tolérance des protestants. L'expérience se renouvelle pourtant 2 ans plus tard. La reine tombe dans une profonde dépression, d'autant que la guerre qu'elle mène contre la France lui fait perdre Calais en janvier 1558. C'est de trop pour Marie Ier qui tombe malade et rend son dernier souffle le 17 novembre suivant, offrant sa couronne à une autre reine Tudor. Élisabeth Ier supporte à son tour ce lourd fardeau qui vient handicaper son règne, son sexe. Dès son avènement, l'ambassadeur d'Espagne déclare « Plus j'y pense et plus je suis convaincu que tout dépendra de l'homme que cette femme aura pour époux ». Aux yeux de l'élite de ce temps, ce règne féminin, comme le précédent, est vécu comme une transition. Car malgré la possibilité des femmes à monter sur le trône, tout repose sur le pouvoir phallique. Pourtant, dès son avènement, Élisabeth en est convaincue, elle est et restera la détentrice de l'autorité royale. Son sacre initie une monarchie spectacle où le faste assoit sa puissance grâce à un quadruple couronnement. Elle reçoit les couronnes de Saint-Édouard, d'Angleterre, d'Irlande et de France, une prétention héritée de la guerre de 100 ans. Entourée des conseillers protestants, Élisabeth subit une pression constante quant à son avenir matrimonial. Son conseiller William Cecil en vient même à souhaiter que Dieu envoie à notre maîtresse un mari qui lui fasse un fils et que nous puissions avoir une succession masculine pour la postérité. Car comme Marie, la légitimité d'Élisabeth repose sur sa capacité à asseoir sa descendance sur le trône. Ce n'est pourtant pas l'avis d'Élisabeth. En 1560, elle déclare devant son Parlement « Je suis déjà liée à un mari, c'est le royaume d'Angleterre, et cela doit vous suffire. Ne me reprochez point non plus de rester sans enfants, car chacun de vous, et tout autant qu'il y a d'anglais, vous êtes mes enfants et mes parents. » La souveraine va même jusqu'à déclarer à plusieurs reprises au cours de sa vie à être demeurée vierge. Cette virginité, elle va en faire une arme. Et en ne prenant pas d'époux, elle va rester toute sa vie désirable, échangeable, monnayable, négociable sur le marché matrimonial. Plusieurs fois au cours de sa vie, on lui a proposé des prétendants, comme Philippe II d'Espagne, le propre veuve de Marie Ier, ou encore le prince François d'Alençon, le fils de Catherine de Médicis. Mais aucun n'obtient grâce à ses yeux. Le seul qu'elle a sérieusement envisagé d'épouser fut Robert Dudley, un ami d'enfance dont elle était éperdument amoureuse. Le mythe de la Reine Vierge débute au point qu'en vieillissant, Élisabeth s'attache à prendre l'apparence de la Sainte Vierge. Toute une iconographie naît de son vivant, comme vous pouvez le voir dans ce portrait qui a été réalisé vers 1583, où on la représente avec un tamis, symbole de sa virginité. Le règne d'Élisabeth est synonyme de prospérité économique, politique et artistique. Penser à Élisabeth Ier, c'est aussi
Songez à cette période de phase culturelle où a vécu William Shakespeare. Cette période correspond aussi à la naissance de l'Église d'Angleterre moderne, puisqu'elle adopte les 39 articles qui énoncent la doctrine anglicane. Mais contrairement à Marie, Élisabeth reste modérée, souhaitant avant tout le triomphe de la paix entre les religions catholiques et anglicanes. Elle n'hésite pas également à développer la marine pour se lancer à la découverte des Amériques et favoriser le commerce international. Dans une Europe en guerre, elle instaure un puissant réseau diplomatique pour mettre en place une balance fragile entre catholiques et protestants. Élisabeth concentre entre ses mains tous les pouvoirs, mais ne gouverne pas en despote, puisqu'elle a William Cecil, son principal conseiller, et elle a Francis Walsingham aussi, qu'elle met à la tête d'un important réseau d'espions déployés à travers toute l'Europe, dont elle est fidèle toute sa vie. Car la souveraine ne manque pas d'ennemis. Le pape l'excommunie en 1570 et dispense les Anglais d'obéissance à leur reine. La protectrice des protestants, en pleine guerre de religion, n'hésite pas non plus à apporter son aide militaire et financière aux Huguenots et à Henri IV. Mais la véritable menace aux yeux d'Élisabeth réside en Écosse. Depuis 1542, Marie Stuart règne sur ce royaume du nord de la Grande-Bretagne, déjà mariée. Donc d'abord mariée au roi de France François II, elle gouverne personnellement son royaume depuis 1560. C'est à partir de cette date qu'elle devient véritablement une menace pour le pouvoir élisabétain. Marie descend comme Élisabeth du roi Henri VII Tudor. Pourtant, tous les opposent. L'une est anglaise, l'autre est écossaise. L'une est protestante, l'autre est catholique. L'une a été mariée plusieurs fois, l'autre se dit vierge. L'une est réfléchie, l'autre est imprudente. Les deux cousines ne se sont jamais rencontrées, mais passent leur temps à se jauger et à se détester royalement. Après l'assassinat de son deuxième époux Robert Darnley en février 1567, Marie Stuart perd ses principaux soutiens. Elle est forcée d'abdiquer en faveur de son fils Jacques en juillet suivant et part se réfugier en Angleterre, pensant à tort qu'Élisabeth lui viendrait en aide. Elle finit par la faire enfermer en résidence surveillée pendant 19 ans. Les Anglais catholiques érigent cette souveraine écossaise en héroïne presque sainte et complotent avec son aide contre l'hérétique Élisabeth. Francis Walsingham réussit à prouver sa culpabilité. Un procès se tient en 1586 où elle refuse de se défendre, n'ayant de compte à rendre qu'à Dieu. Élisabeth Ier hésite longtemps à faire exécuter Marie Stuart, mais elle finit par la faire décapiter le 8 février 1587. Cette exécution a plusieurs conséquences. D'abord, Élisabeth Ier porte atteinte à son propre prestige puisqu'elle montre qu'un personnage sacré, représentant de Dieu sur terre, peut lui aussi être jugé et même exécuté. Élisabeth durcit alors les persécutions des catholiques qui se révoltent contre elle, alors que Philippe II d'Espagne arme une armada pour envahir l'Angleterre. Les 130 navires espagnols portant 30 000 hommes foncent sur les côtes anglaises en juillet 1588. La bataille est d'abord indécise. Pour galvaniser le courage de ses troupes, Élisabeth se rend sur place et s'adresse à ses hommes. « Je n'ignore pas que j'ai le cœur d'une faible femme, mais je possède le cœur et les tripes d'un roi, et qui plus est d'un roi d'Angleterre. Et je ne conseille ni au duc de Parme ni à aucun autre d'oser envahir mon royaume. » La météo a finalement raison de l'invincible armada. Forte de cette victoire, Élisabeth se fait immortaliser, posant une main ferme sur les Amériques avec l'armada qui est en train de s'écraser contre les falaises en arrière-plan. La propagande de la puissance élisabéthaine s'ajoute donc à celle de la reine vierge. La fin du règne laisse place à une vieille dame irascible, jalouse et égoïste. Jusqu'à son dernier souffle en 1603, elle refuse de désigner un successeur pour écarter tout potentiel coup d'État. À sa mort, le fils de sa cousine rivale Marie Stuart devient finalement le roi Jacques Ier, instaurant ainsi la maison Stuart sur le trône d'Angleterre. Cette nouvelle dynastie compte elle aussi son lot de reines influentes sur l'histoire anglaise. La première d'entre elles vient de l'autre côté de la Manche, Henriette Marie est la fille d'Henri IV et de Marie de Médicis, qui a épousé en 1625 le jeune roi Charles Ier, qui a succédé à Jacques Ier. À Londres, la reine consort française se heurte à la présence encombrante du favori de son époux, le sulfureux duc de Buckingham. Ce dernier pousse le roi à soutenir le Huguenot et lui suggère de renvoyer les amis français de la reine. Henriette Marie se met à éprouver une véritable haine contre cet homme qui ne cesse de l'éloigner de son mari.
Il est finalement assassiné en juin 1628. Ce n'est qu'à partir de cette date qu'elle devient véritablement la favorite du roi Charles Ier. Ensemble, ils ont 8 enfants. Amoureuse des arts, Henriette Marie se donne régulièrement en spectacle grâce au mécénat, comme le montrent donc les portraits d'Antoine Van Dyck, qui sont très nombreux pendant ce règne, comme celui-ci que vous pouvez voir sur cette diapositive. Mais à partir de 1640, Charles Ier se heurte à son Parlement, qui finit par prendre les armes contre lui 2 ans plus tard. C'est la naissance de la Révolution d'Angleterre. Henriette Marie prend la tête d'une armée et part secourir son mari, qui est retranché à Oxford. Au printemps 1644, elle est une nouvelle fois enceinte et rejoint sa famille en France. Il continue de correspondre pendant toutes ces années où elle va le pousser à lutter contre les parlementaires. Ses enfants la rejoignent d'abord en France, mais ils continuent ensuite un long périple européen pour fuir l'Angleterre révolutionnaire. Henriette Marie se sent délaissée et la mort par décapitation de Charles Ier en 1649 n'arrange rien. Devenue veuve, la dernière reine française en Grande-Bretagne mène une vie pieuse entre l'Angleterre et la France jusqu'à ce qu'elle meure 20 ans plus tard. Son fils Charles II avait restauré la monarchie en 1660, mais il meurt sans enfant légitime. Il laisse son trône à son frère Jacques II. De sa mère, Jacques n'a pas hérité de son courage, mais de sa piété. Avec sa première épouse Anne Hyde, il eut 2 enfants, 2 filles, donc prénommées Marie et Anne, qui sont éduquées dans le giron de l'Église d'Angleterre. Avant d'accéder au trône, Jacques avait épousé en seconde noces Marie de Modène. Ce mariage dévoile donc au grand jour sa conversion. C'est donc un roi catholique qui ceint la couronne de Saint-Édouard en 1685. Jacques II voit en la monarchie absolue de droit divin Louis XIV un modèle qu'il rêve d'appliquer en son royaume. Ses ambitions mènent à plusieurs tentatives de coup d'État. Pour s'en prémunir, il tente d'accroître la taille de l'armée de métier, mais pour les Anglais, c'est jugé comme despotique. L'impopularité du roi grandit. En plus de cela, Marie de Modène donne naissance à un garçon en 1688, laissant présager le retour d'une dynastie sur le trône de Grande-Bretagne. Quelques jours plus tard, cet haut dignitaire du royaume écrit au prince Guillaume d'Orange pour l'inviter à venir le déposer. Il n'est autre que le statuaire de Hollande et le propre gendre de Jacques II, puisqu'il a épousé Marie en 1677. Les troupes de Guillaume débarquent le 5 novembre et se dirigent vers Londres. Apprenant la nouvelle, Jacques II s'enfuit en France. Marie est bouleversée et tiraillée entre son amour pour son père et ses devoirs d'épouse. Elle arrive à Londres en février 1689. Si Guillaume n'entend pas devenir l'époux de la reine, Marie ne souhaite pas non plus régner. Un compromis est trouvé. Le Parlement signe la Déclaration des droits qui offre au couple la couronne en déclarant que la fuite de Jacques II équivaut à une abdication. Pour la première fois de l'histoire britannique, un couple royal règne conjointement sur l'Angleterre, mais l'essentiel des pouvoirs est officieusement exercé par Guillaume III. Avec cette déclaration, les prérogatives royales sont plus que jamais limitées. Le monarque ne peut par exemple suspendre les votes du Parlement, il ne peut pas non plus interférer dans les élections législatives, ainsi naît la monarchie parlementaire. La couronne commune de Guillaume III et de Marie II est néanmoins fragile. Elle est menacée par des soulèvements jacobites réguliers qui obligent le roi à se rendre sur le champ de bataille. En son absence, Marie II règne seule, mais une fois Guillaume III de retour, il reprend sa place de principal dirigeant. Marie II s'entend néanmoins à merveille avec sa sœur Anne. Cette dernière est très proche de Sarah Churchill, l'épouse de John Churchill qui avait soutenu la cause de Jacques II. Cette amitié nuit donc à la réputation de Marie II et elle n'a donc pas d'autre choix que de s'éloigner de sa sœur. D'une santé fragile, la reine meurt quelques mois plus tard, en décembre 1694, en ayant donné naissance à aucun héritier. Guillaume III garde sa couronne jusqu'à ce qu'il expire lui aussi en 1702. Anne devient ainsi la 4e reine régnante d'Angleterre. Dès son avènement et son premier discours au Parlement, elle affirme que son cœur est totalement anglais, oubliant volontairement les origines écossaises de sa famille. Souveraine politique, elle est le dernier monarque à avoir imposé un veto sur un projet de loi. Elle soutient les Tories qui traditionnellement sont favorables aux prérogatives de la couronne. Mais sa favorite, Sarah Churchill, favorable aux Whigs, tente de l'en dissuader.
Si Anne couvre d'abord de privilèges sa favorite et son époux, les faisant notamment duc de Marlborough, elle finit par s'en éloigner, au point que leur mésentente politique a raison de leur amitié. Anne finit par remplacer Sarah par sa cousine Abigail Mashal, qui l'accompagne jusqu'à la fin de sa vie. Le plus grand coup politique de la reine Anne est la signature en 1707 des actes d'union qui donnent naissance au Royaume-Uni, donc qui unissent politiquement les îles britanniques. Elle exauce donc le rêve d'unité politique des différents monarques britanniques qui se sont succédés avant elle. Pourtant, d'un point de vue personnel, le prestige de la reine est beaucoup plus sombre. Sa vie est ponctuée de drames. Mariée au prince Georges de Danemark, elle tombe enceinte à 14 reprises, mais donne naissance qu'à un seul enfant viable, le prince Guillaume. Mais de santé fragile lui aussi, il meurt en 1700. Le mari de la reine Anne rend à son tour son dernier souffle en 1708. Ajoutons ses décès aux nombreux rhumatismes de la reine qui l'empêchent de marcher et influencent son état d'âme. Sur le plan international, elle se veut plus farouche opposante au roi Louis XIV à son avènement et continue la guerre de succession d'Espagne, commencée par Guillaume III en 1701. Elle met fin à cette guerre devenue impopulaire en 1713 en signant le traité d'Utrecht qui donne à la Grande-Bretagne une relative prédominance sur les mers en échange de la victoire des Bourbons. Cette paix est le dernier feu du règne de la reine Anne. Elle s'éteint le 1er août 1714 avant de laisser sa couronne à Anne. Guillaume III avait signé en 1701 l'acte d'établissement qui interdit aux catholiques de monter sur le trône britannique. Le trône est alors légué au prince Jean de Hanovre, fils de Sophie de Hanovre, la plus proche cousine de la reine Anne. La plus proche cousine protestante, de la reine Anne. C'est une dynastie germanique qui s'impose désormais en Angleterre. 4 rois Georges vont se succéder avant que ne monte sur le trône Guillaume IV en 1830. Sa nièce Victoria, fille unique de son frère décédé, le duc de Kent, est sa seule héritière. En ce début du XIXe siècle, les temps ont changé. La gloire du règne d'Élisabeth Ier a permis de faire évoluer l'opinion. Désormais, un règne féminin est perçu comme une période de prospérité auquel il faut préparer la princesse. La duchesse de Kent prend en main son éducation, aidée par son conseiller et amant John Conroy. Elle impose à sa fille des règles restrictives dans sa demeure de Kensington. De ce système éducatif excessif, Victoria en restera toute sa vie traumatisée. Le jour fatidique de la mort du roi arrive le 20 juin 1837. Dans son journal, la jeune reine de 18 ans ne peut s'empêcher d'écrire de sa plus belle plume « Je suis reine ». Le jour de son couronnement, elle va aller plus loin puisqu'elle déclare être fière d'être la reine d'une telle nation. Dans ses premières années, Victoria est confrontée à plusieurs défis. Elle voit son premier Premier ministre, Lord Melbourne, comme un mentor qu'elle espère garder le plus longtemps possible auprès d'elle. Mais lorsqu'il doit laisser sa place à son rival Robert Peel, Victoria refuse de nommer des dames d'honneur du parti de Peel comme le veut la tradition. Ce refus amène Peel à démissionner pour redonner son siège à Lord Melbourne. Mais le plus grand défi de Victoria reste à trouver un époux. Le roi Léopold de Belgique interfère auprès de sa nièce et lui fait rencontrer le prince Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, un autre de ses neveux. Elle en tombe amoureuse et en 1839, elle assure devant le Parlement que son mariage avec Albert assurera son bonheur domestique et servira les intérêts de son pays. L'union a lieu l'année suivante. Le couple se plaît tellement qu'il donne naissance à pas moins de 9 enfants en 17 ans. Pourtant, Victoria est loin d'être une mère modèle. Elle décrit la maternité comme la face sombre du mariage, l'horrible chose. Avec leur grande famille, Victoria et Albert fondent une monarchie familiale, se servant de leurs enfants pour influencer la diplomatie du royaume. Face au règne dispendieux et polémique des précédents rois Hanovre se dresse le règne victorien. Avec Victoria, c'est une famille qui règne sur l'Angleterre. En cela, elle respecte les principes de Walter Bagehot, qui l'énonce dans sa constitution anglaise publiée en 1867, où il écrit « Une famille sur le trône a encore son utilité en ce sens qu'elle sert à porter les rayons de la souveraineté jusqu'aux profondeurs de la vie commune. » Pour galvaniser l'attachement du peuple à sa famille royale, Victoria et les siens se mettent en scène dans des cérémonies où le faste prédomine. Le palais de Buckingham, qui devient le cœur battant de la monarchie victorienne, est transformé en ce sens.
Quand les rois de George s'enfermaient dans leur palais, Victoria se montre à ses sujets pour instaurer un régime plus humain et plus cérémonial. Cette politique du spectacle monarchique est voulue et pensée par Albert. En tant qu'époux de la souveraine, il n'a pas l'intention de rester dans l'ombre. Il intervient dans les affaires de la reine, se mêlant à tous les sujets, la politique, la diplomatie, l'innovation ou bien encore l'industrie. Albert devient aux yeux de Victoria indispensable. Elle n'hésite pas à écrire dans son journal « Le seul désir du prince est de m'aider au mieux en tout ». C'est justement de l'initiative d'Albert qu'est créée la première exposition universelle de l'histoire en 1851, qui met en scène le pouvoir, la puissance de l'Empire britannique et l'ère industrielle de cette époque. C'est aussi de son initiative que la Grande-Bretagne se rapproche de la France de Louis-Philippe, puis de Napoléon III. Mais le bonheur de la reine Albertine prend fin lorsque son très cher Albert meurt prématurément en 1861. Inconsolable, elle revêt le noir du deuil jusqu'à la fin de ses jours. Pire encore, elle s'enferme dans ses propriétés, abandonnant sa vie publique de souveraine. Le républicanisme ne cesse de progresser. Pourtant, Victoria n'abandonne pas son rôle de monarque pour autant. Si publiquement elle demeure aux abonnés absents, derrière les murs de sa forteresse du château de Windsor, elle continue de recevoir son Premier ministre et d'influencer la politique de son royaume. Il faut toute la bonhomie d'un fringant écossais du nom de John Brown pour la convaincre à reprendre son rôle public en 1872. 2 ans plus tard, Benjamin Disraeli est nommé Premier ministre. Face à une reine endeuillée, il sait trouver les mots qui sonnent mélodieusement à ses oreilles. Dans son journal, il écrit même « Monsieur Disraeli fait preuve de plus de considération pour mon confort personnel qu'aucun de mes premiers ministres depuis Sir Robert Peel et Lord Aberdeen. » Victoria est avant tout amoureuse du pouvoir. À ses yeux, aucun autre monarque ne surpasse son prestige. Disraeli l'a bien compris. Pour dissiper la déception de la reine d'avoir un titre inférieur à celui du tsar de Russie ou encore de l'empereur d'Allemagne, il lui offre en 1877 le titre d'impératrice des Indes. L'Empire britannique, où le soleil ne se couche jamais, voit le jour. Cet impérialiste convaincu s'attache aussi à agrandir ce territoire pour le plus grand bonheur de la reine. Aux 4 coins du monde, Victoria devient le symbole de la puissance britannique. Son seul portrait suffit à imposer le respect dû à sa nation. À l'image d'Élisabeth Ier et son invincible armada, Victoria et son empire deviennent une fierté nationale. Plus qu'une reine, elle incarne la mère patriote d'une nation à l'identité exacerbée. Cette fierté s'exprime en 1897 lorsqu'elle célèbre ses 60 ans de règne. Victoria est adulée telle une légende vivante. Cette popularité ne la quittera plus. Elle meurt entourée de sa nombreuse descendance qui lui vaut le surnom de grand-mère de l'Europe en janvier 1901. Le règne de Victoria aura marqué physiquement le Royaume-Uni. Le palais de Buckingham, celui de Westminster, Tower Bridge, le château de Balmoral, les monuments nés acquis par la famille royale ou reconstruits sous son règne sont nombreux. C'est donc un Royaume-Uni transformé qui entre dans une période troublée par 2 guerres mondiales avant que ne s'impose une nouvelle femme sur le trône. Quand George V, petit-fils de la reine Victoria, accède au trône en 1910, il ne se doute pas que son règne va s'achever par une crise monarchique sans précédent. Lorsqu'il meurt en janvier 1936, c'est son fils, le roi Édouard VIII, qui lui succède. Cet homme, plus amoureux de ses privilèges de sa vie d'aristocrate que des devoirs qu'impose sa fonction, s'est amouraché d'une Américaine bientôt doublement divorcée, Wallis Simpson. Dans une Angleterre encore marquée par les mœurs victoriennes, le divorce est intolérable. Face à son désir de l'épouser, le gouvernement et la famille royale lui imposent un ultimatum. Il doit choisir entre ses devoirs de roi et son amour pour Wallis. Édouard VIII abdique donc pour cette raison officielle le 11 décembre 1936 et lègue sa couronne à son frère, le prince Albert, qui devient le roi George VI. Avec son épouse écossaise Elisabeth Bosleyen, George VI avait eu 2 filles, la princesse Elisabeth née en 1926 et Margaret née en 1930. Du haut de ses 9 ans, alors qu'elle menait jusqu'ici une vie d'altesse royale éloignée du trône, Lilibet, comme la surnomme sa famille, voit son destin basculer à jamais. Héritière malgré elle, elle a pourtant tout d'une future reine. Winston Churchill avoue lui-même que la fillette est un vrai personnage. Elle a un air d'autorité et de sagacité étonnant pour chez un tout petit.
Cet autoritarisme inné, elle l'a hérité de sa grand-mère, la très dure reine Mary de Teck. En 1936, Mary est une veuve respectée pour son courage pendant la Première Guerre mondiale. Elle n'avait pas hésité à rendre visite aux troupes sur le front et à pousser sa fille unique à devenir infirmière pendant la guerre. Surtout, elle a suivi l'avis de George V lorsqu'il a décidé en 1917 d'effacer son nom germanique Saxe-Cobourg-Gotha pour celui plus anglais de Windsor. Preuve de sa détermination, quand sa fille se plaint d'être fatiguée après avoir donné pendant plusieurs jours des soins à des soldats blessés, elle lui rétorque sèchement « Vous êtes membre de la famille royale britannique. Nous ne sommes jamais fatigués et nous aimons tous les hôpitaux. » Quand Lilibet naît, Mary se prend d'affection pour sa petite fille en veillant à ce qu'elle ait la meilleure éducation possible. Elle la conduit d'hospice en musée pour lui inculquer les bonnes manières d'une Altesse royale. Mais quand la Seconde Guerre mondiale éclate en 1939, leur quotidien est bousculé. Face à la barbarie nazie, George VI et Elisabeth Bosleyen s'imposent tel un rempart. Leur courage force le respect d'une nation meurtrie. Alors que les bombes tombent sur Londres, ils décident de rester auprès de leur peuple. Élisabeth comme George VI ne vont pas cesser de s'exprimer à travers les radios de l'Empire pour galvaniser le courage de leurs sujets. Le jour de l'entrée des nazis à Paris, le 14 juin 1940, elle enregistre même un message qu'elle adresse aux Françaises. « Je voudrais ce soir dire aux femmes de France, de cette France héroïque et glorieuse qui défend en ce moment non seulement son propre sol, mais aussi les libertés du monde entier, tous les sentiments d'affection et d'admiration que leur souffrance et leur courage éveillent en nos cœurs. Pour moi qui ai toujours aimé la France, je souffre aujourd'hui comme vous. » George V et Mary avaient résisté à la Première Guerre mondiale. George VI et Elisabeth Bosleyen résistent à la Seconde. Lilibet hérite de ce courage familial. À 14 ans, elle enregistre son premier discours radiodiffusé qu'elle adresse aux enfants de Londres envoyés dans les campagnes anglaises pour fuir les bombardements. Elle leur assure qu'à la fin, tout ira bien, car Dieu prendra soin de nous et nous donnera la victoire et la paix. Elle vit la majeure partie de la guerre réfugiée derrière les épaisses murailles du château de Windsor, avant de s'engager en février 1945 dans la branche féminine de l'armée, en tant que conductrice d'ambulance et mécanicienne. Auréolée de son patriotisme, Lilibet a toute sa place aux côtés de ses parents, de sa sœur et de Winston Churchill pour célébrer le 8 mai suivant la victoire sur le balcon de Buckingham. De sa grand-mère et de sa mère, la future Élisabeth II a hérité d'un sens aigu du devoir envers ses peuples et la couronne. Le jour de ses 21 ans, depuis le Cap en Afrique du Sud, elle prononce un serment qui va dicter le reste de son existence. « Je déclare devant vous tous que je consacrerai toute ma vie, qu'elle soit longue ou brève, à votre service et au service de la grande famille impériale dont nous appartenons tous. » La même année, Lilibet épouse son cousin, le prince Philippe de Grèce et de Danemark, qui devient Philippe Mountbatten. Ensemble, ils ont d'abord 2 enfants, Charles et Anne. Forts de leur jeunesse, ils pensent qu'ils vont pouvoir profiter encore longtemps de leur vie de famille, mais c'est sans compter sur la santé de George VI qui décline, puisqu'il est atteint d'un cancer des poumons. Le couple doit le représenter de plus en plus souvent. C'est ainsi qu'il s'envole pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande avec une escale au Kenya. Le 6 février 1952, alors qu'ils logent dans leur hôtel kenyan, Élisabeth et Philippe apprennent la mort de George VI. La reine Élisabeth II est née. Devant le conseil privé, au moment de la proclamation de son accession, la jeune reine de 25 ans déclare « Mon cœur est trop plein pour que je puisse vous dire davantage aujourd'hui que je travaillerai toujours, comme mon père l'a fait tout au long de son règne, à faire progresser le bonheur et la prospérité de mes peuples. » Avec l'aide de son désormais mentor et premier ministre Winston Churchill, Élisabeth II entend bien s'inscrire dans la continuité. Le vieux lion la guide dans ses premiers pas de souveraine. Il croit en sa destinée. Il la décrit comme une belle et jeune figure, héritière de toutes nos gloires et traditions, dans une période où l'humanité tourmentée oscille avec incertitude entre catastrophes planétaires et âge d'or. La tradition est le socle solide de toute monarchie. La reine en est parfaitement consciente. Elle dissuade donc sa sœur Margaret à épouser Peter Thomson, l'ancien écuyer de George VI, bientôt divorcé. Car comme souvent, elle le démontrera, à ses yeux, on ne peut pas avoir un pied dedans et un pied dehors. Être membre de la famille royale, c'est se soumettre à un certain nombre de règles qui font leur exception.
Et ces règles, Élisabeth II les impose envers et contre tout. Contre l'avis du prince Philippe, elle s'oppose à l'avènement des Mountbatten après sa disparition. Et finalement, en 1960, elle conçoit que tous les membres de la famille royale qui ne sont pas des Altesses royales soient nommés Windsor Mountbatten. Si la tradition dicte ses actes, Élisabeth n'est pourtant pas fermée à la modernité. Son couronnement, le 2 juin 1953, entre dans l'histoire pour être le premier à être diffusé en direct à la télévision. Les Britanniques ont l'impression de participer pleinement à cette cérémonie quasi millénaire qui offre à la souveraine tous les symboles de son pouvoir et sa dimension sacrée. La télévision devient le principal moyen de communication de la reine. En 1957, elle prononce son premier discours de Noël télévisé. La radio avait fait entrer la voix du souverain dans les foyers. La télévision rapproche un peu plus les Britanniques avec leur monarque. C'est donc ainsi qu'elle débute son discours. Il est inévitable que je paraisse être un personnage un peu lointain à beaucoup d'entre vous, un successeur des rois et reines de l'histoire, quelqu'un dont le visage est peut-être familier dans les journaux et les films, mais qui ne touche jamais vraiment à votre vie personnelle. Mais aujourd'hui, au moins pour quelques minutes, je vous souhaite la bienvenue dans la paix de ma propre maison. 12 ans plus tard, Élisabeth II va jusqu'à accepter que son quotidien soit filmé par des caméras de la BBC. Le documentaire, sobrement intitulé Royal Family, enregistre un record d'audience au détriment du prestige de la couronne. Car Élisabeth II, si lointaine, si aristocrate, si sacrée, paraît comme une femme du commun, regardant la télévision, allant chercher des bonbons pour ses enfants ou jouant même aux jeux de société. La reine comprend alors que l'utilisation de la télévision a ses limites. Chaque déplacement public est pourtant accompagné de caméras. Les voyages à l'étranger ne font pas exception. Toute sa vie, Élisabeth II utilise les voyages pour servir la diplomatie de son royaume. Incarnation vivante de la culture britannique, la reine se veut être la meilleure ambassade du Royaume-Uni. À bord de son yacht Britannia, du train royal ou d'un avion, elle se rend aux 4 coins du monde, visitant une centaine de pays au cours de son règne, notamment au sein du Commonwealth. Car Élisabeth II, reine du Royaume-Uni, est aussi chef du Commonwealth. Cette organisation voit le jour au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour permettre une décolonisation en douceur. À son avènement, 16 États indépendants en sont membres. Tout reste à construire. À cette liberté d'association, à cette libre association qui glorifie la différence, elle jure fidélité par ses mots. Le Commonwealth ne ressemble en rien aux empires d'antan. C'est un concept totalement nouveau, construit sur les vertus les plus nobles de l'homme. À ce concept de partenariat égalitaire entre les nations et les races, je me dédie cœur et âme pour ma vie entière. Élisabeth II s'attache ainsi à dessiner les bases du Commonwealth, le respect, la tolérance et le dialogue. Le soutien sans faille de la reine pour cette institution permet son succès, au point qu'en 2022, elle compte 56 États membres, garante de l'existence et de la cohésion du Commonwealth. La reine règne ainsi sur plus de 2 milliards de sujets. La réussite du règne d'Élisabeth II repose sur sa capacité à représenter chacun de ses sujets, à incarner la nation, à représenter l'héritage d'une longue histoire et à apporter cette touche de modernité dont la monarchie britannique a besoin. Pourtant, si elle règne, Élisabeth II ne gouverne pas. Elle respecte à la lettre la maxime victorienne « Never explain, never complain », ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer. Preuve ultime de son dévouement à la couronne, elle a mené durant son règne plus de 21 000 engagements, approuvé par sanction royale plus de 4 000 projets de loi et reçu 112 dignitaires étrangers dans le cadre de visites d'État au cours de son règne. Elle exerce ainsi le métier de roi avec brio. Toutes les semaines, elle accorde une audience à son Premier ministre où elle lui formule des avertissements, donne des encouragements et des conseils. Incarner, servir, représenter, en menant une vie régentée. Ainsi se forme le ciment élisabétain d'un royaume parfois désuni. L'IRA, l'armée indépendante irlandaise, menace notamment la monarchie britannique. Face à leurs attaques terroristes, la reine reste impassible, comme en 1969, lors de la cérémonie d'investiture du prince de Galles, où 2 bombes explosent avant son arrivée au château de Carnarvon. Élisabeth II est aussi la chef d'une famille de plus en plus nombreuse avec les années. Sa progéniture lui réserve son lot d'embarras. La princesse Diana, que le prince de Galles épouse en 1981, va bousculer bruyamment la sérénité royale d'Élisabeth. Cette union se déchire rapidement, bien qu'elle ait donné naissance à 2 fils.
Élisabeth s'est toujours fixée comme règle de vie de ne jamais s'immiscer dans les affaires de cœur de ses enfants. Éduquée dans les années 1930, à une époque où le sentimentalisme est banni, elle ne comprend pas le mal-être croissant de sa bru. Diana devient la star trop aimée et mélancolique de la famille royale, qui se livre à une guerre médiatique contre son mari. En plus de cela, en 1992, la reine vit l'une des pires années de son règne. La noce horribilis, selon ses propres mots, est ponctuée par la séparation de Charles et Diana, le divorce d'Andrew et de Sarah Ferguson, et celui d'Anne et de Mark Phillips. L'année s'achève par l'incendie dévastateur de sa demeure préférée, le château de Windsor. À la fin de l'année, elle pense que le plus dur est derrière elle, mais c'est sans compter le raz-de-marée qu'engendre la mort de Diana. La princesse perd la vie tragiquement en 1997 pendant un accident de voiture sous le pont de l'Alma à Paris, un an après son divorce avec le prince Charles. Quand elle apprend la nouvelle, la reine s'enferme dans sa résidence écossaise de Balmoral. Seule la protection de ses deux petits-fils apeurés compte à ses yeux, mais c'était sans oublier l'agitation populaire qui envahit Londres sous l'effet du chagrin. Incomprise, la reine doit essuyer un océan de critiques. Pour oublier ce désamour populaire, elle se résigne à rentrer à Londres et à accorder des funérailles nationales pour son ex-belle-fille. De la vie de Diana, Élisabeth en tire néanmoins des leçons. Elle a compris que son image et celle de la couronne doivent évoluer pour faire perdurer donc la monarchie. Elle adopte un comportement plus humain, se laissant aller à des bains de foule. Elle fait évoluer sa communication pour entrer dans l'ère du numérique et adopte un style attachant de grand-mère du Royaume-Uni. Surtout, la disparition de sa mère, Queen Mum, en 2002, joue un rôle prépondérant dans cette évolution. Toute sa vie, Élisabeth était restée très proche de sa mère, au point qu'elle suivait à la lettre donc, la plupart de ses conseils de vieille dame conservatrice. Désormais sans opposition maternelle, elle a la liberté de faire évoluer l'institution pour la sauvegarder. Le désastreux mariage de Charles et Diana a permis de comprendre que l'amour l'emporte sur toute chose. Elle accepte donc que son fils aîné épouse Camilla en 2005, que William lie son destin d'héritier en 2011 à celui d'une roturière du Berkshire, Catherine Middleton, et que Harry s'unisse en 2018 à Meghan Markle, une actrice américaine métisse et divorcée. Cette évolution royale porte ses fruits. Auréolée d'une popularité inégalée, Élisabeth II célèbre ses 60 ans de règne en 2012, puis son jubilé de platine en 2022. Mais le crépuscule du règne est synonyme de solitude. Le prince Philippe prend sa retraite publique en 2017 avant de rendre son dernier souffle 4 ans plus tard. Elle perd alors son plus grand soutien, celui qu'elle aimait surnommer son roc. En plus de cela, le monde se confine pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Depuis le château de Windsor, elle ne perd pas espoir et continue à représenter son royaume à distance. Le souvenir du patriotisme de sa mère et de sa grand-mère n'est jamais loin. Son allocution du 5 avril 2020 entre dans l'histoire. Elle adresse un message dont les populations du monde entier se reconnaissent. Dans son discours qui s'achève ainsi, elle dit « Nous devrions nous consoler en pensant que, même s'il nous reste encore beaucoup à endurer, des jours meilleurs reviendront. Nous serons à nouveau avec nos amis, nous serons à nouveau avec nos familles, nous nous retrouverons. » Pendant ce temps, la fuite américaine de Harry et de Meghan secoue la monarchie. La mort du prince Philippe a affaibli la vieille dame de 95 ans. Son état de santé se dégrade, mais elle tient bon et continue à incarner la couronne. Le 6 septembre 2022, elle reçoit Liz Truss à Balmoral pour lui demander de former un gouvernement en son nom. 2 jours plus tard, les yeux bleus azur de la reine, de la dernière reine d'Angleterre connue, se ferment sur le monde. Jusqu'au bout, Élisabeth II a respecté son engagement de service à sa nation. Souverain au féminin décédé au XXIe siècle, elle a personnifié l'héritage de 1000 ans d'histoire britannique. Si le respect dû à son rang fut si grand, c'est bien en partie grâce au parcours extraordinaire de ces femmes qui l'ont précédée en tant que reine d'Angleterre. De Marie Ier la Sanglante à Victoria la Grande, en passant par Élisabeth Ier la Vierge, elles marquèrent toutes de leur empreinte le passé et l'avenir d'un royaume uni. Les reines consorts ont elles aussi insufflé un vent de progrès sur cette vieille institution qu'est la couronne britannique. Consciente de leur lourd héritage que leur a transmis ses reines, Élisabeth II n'osa pourtant jamais se comparer à elle. Concernant son homonyme du XVIe siècle, elle a déclaré
En toute honnêteté, je ne me sens pas du tout comme ma grande ancêtre Tudor, qui n'eut ni mari ni enfant et régna en despote sans jamais quitter ses terres natales. Élisabeth II a régné à sa manière sur ces îles pour imposer une nouvelle ère élisabéthaine où son cœur de femme a fait battre celui de l'Union Jack, de la nation de l'Union Jack, une nation qui a toujours su écrire en lettres d'or l'histoire de ses règnes féminins. Je vous remercie.